Donc pour notre part, aujourd'hui, nous avons présenté une expérience locale, c'est-à-dire l'expérience du service de neurologie du CHU Tizi Ouzou, au sujet de la maladie de Pompe avec un enfant pour lequel on a montré un peu le long parcours de cet enfant avant d'aboutir au diagnostic. Donc encore une fois, une façon indirecte de montrer cette histoire de retard diagnostique ou d'errance. Mais tout n'est pas si noir que ça, puisque dans le cas présenté tout à l'heure, nous avons quand même élucidé un mode d'entrée atypique d'une maladie de Pompe, à savoir un problème rachidien, donc une déformation, une scoliose, qui a été découverte par les médecins de l'hygiène scolaire, pour rendre hommage probablement au pivot du diagnostic précoce, c'est-à-dire le médecin généraliste, le médecin de famille, mais également le médecin scolaire, et puis ce dernier qui a adressé cet enfant à la médecine physique, où le bilan avait révélé quand même quelques perturbations métaboliques, à savoir des anomalies hépatiques et cette élévation d'enzymes musculaires. Et dans ce cas, on a également rendu hommage au rôle joué par les pédiatres dans ces formes dites pédiatriques, même si pour nous on les appelle tardives, LOPD, puisque cet enfant était connu pour ses infections récidivantes, que ce soit sur le plan respiratoire, mais également pour ses troubles digestifs. Ceci dénote d'une chose déjà, donc la difficulté de reconnaître ces maladies parfois à expression déroutante, puisque c'est une maladie neurologique, mais où les tableaux, on va dire, ayant motivé les consultations ont été plutôt extra-neurologiques. Et le deuxième élément, c'est que dans ce parcours, même s'il fut lent, l'aboutissement à cette interdisciplinarité qui a justement mené cet enfant à une consultation en neurologie et à un diagnostic donc déjà clinique, biochimique et bien évidemment génétique de cette maladie de Pompe, nous a permis de mettre ce patient sous traitement. Moralité de l'histoire, la tâche est difficile mais elle n'est pas impossible. Donc s'intéresser aux maladies rares revient également à parler le même langage et la même démarche pour les maladies qu'on a sur le plan de nos consultations usuelles, c'est-à-dire les maladies fréquentes. Et pour ma part, je dirais maladies rares ou maladies courantes ou maladies fréquentes, ça reste quand même des maladies. Et le travail doit se faire dans ce sens pour permettre justement de reconnaître ces maladies très tôt, reconnaître ces maladies de façon sûre, tant sur le plan des explorations, mais surtout maintenant des tests génétiques, puisque vous le savez, bon nombre de ces maladies rares sont génétiques. Et pour une partie d'entre elles, il y a quand même des thérapeutiques, donc on ne peut plus parler de maladies orphelines. Et donc pour finir, je dirais que notre ministère de la Santé vient de donner la liste des maladies rares en Algérie, donc on est à 113 maladies. Et de ce fait, nous devons tous nous mobiliser, donc médecins praticiens, mouvements associatifs, mais aussi société civile, pour être à côté de ces patients et à la limite améliorer leur prise en charge. Le gros souci de ces maladies rares, c'est que par moments, ils peuvent être stigmatisés. Déjà, le fait d'être patient, d'être malade, rend un peu leur acceptation de la maladie très difficile. Donc, il y a déjà le déni qui peut s'installer par rapport à ces maladies. Et surtout, imaginez-vous, quand il s'agit d'un enfant qui ne comprend pas sa différence, à la limite, même si ce n'est pas réellement une différence sur le plan apparence physique, mais il se sent par moments un peu rejeté et plutôt incompris. Cette appréciation ou plutôt ce partage d'informations impliquant donc la famille, donc les parents, les aidants, mais également les enseignants, la société civile, les voisins, les autres enfants, donc pourrait à la limite aider le patient déjà à l'acceptation du diagnostic, mais même à l'adhérence au traitement et aux différentes thérapeutiques symptomatiques qui pourraient en fait améliorer le vécu quotidien de ces derniers.